Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Souhaitez-vous savoir comment mener à bien un projet de rénovation énergétique en copropriété, qu'il s'agisse de l'aspect juridique, technique ou financier? Eh bien, vous écoutez le bon podcast. En effet, mes deux invités sont des professionnels aguerris et déjà engagés dans de nombreux projets sur le terrain. Le premier, c'est Éric Barbary, directeur métier copropriété et gestion locative chez Nexity. Et le second, c'est Geoffrey Lecouillard, directeur métier syndic du groupe Oralia. Éric Barbary, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Geoffrey Lecouillard, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. On va commencer, si vous le voulez bien, par poser les termes du débat. Quelle est, à ce jour, et peut-être aussi pour les 2 ou 3 années à venir, la teneur exacte des obligations qui reposent sur les copropriétés françaises en matière de rénovation énergétique? Alors, je sais que la question est très vaste, mais on va essayer d'être synthétique. Je ne pense pas qu'elle soit si vaste que ça. En fait, la vraie réponse, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de vraie obligation aujourd'hui de rénovation énergétique pour les copropriétés. Pour autant, la loi climat et résilience qui vise à lutter contre le dérèglement climatique et la précarité énergétique impose, de manière concomitante d'ailleurs, aux copropriétaires la réalisation de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux. On parlera souvent de PPT, c'est un mot qui commence à circuler un peu partout. Et puis, dans le même temps, aux propriétaires bailleurs, dont les logements sont avec des étiquettes énergétiques E, F, G, de réaliser, dans des délais plutôt contraints, des travaux d'amélioration de la performance thermique de leurs biens pour permettre qu'ils restent disponibles à la location au regard des critères de décence du logement. Le gouvernement avait quand même l'espoir d'engager par ses obligations et ses incitations une sorte de massification du phénomène de la rénovation énergétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que celle-ci n'a pas encore été réellement enclenchée? Écoutez, je pense qu'effectivement, elle n'a pas été complètement enclenchée parce que si on parle de copropriété, on est par définition dans des temps qui sont longs. Oui. Il y a des phases extrêmement longues pour que les clients, finalement, copropriétaires, comprennent et soient mobilisés. On ne fera jamais de rénovation énergétique pour faire de la rénovation énergétique, c'est clair. Donc il y a cette phase de sensibilisation et de mobilisation qui, nous semble-t-il, va être plus facile à mettre en œuvre avec cette obligation, finalement, de mise en place d'un plan pluriannuel de travaux. Peut-être en 2-3 mots ce que c'est un plan pluriannuel de travaux. C'est une étude à la fois technique et énergétique qui va permettre aux copropriétaires de se projeter sur la réalisation de travaux et qui en facilite l'adoption collective. Le plan pluriannuel de travaux, et son élaboration est votée par l'Assemblée générale de la copropriété, comme toute décision dans la gestion d'une copropriété, et est rendu obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Oui. Et il doit être élaboré dans un calendrier, lui aussi, qui va dépendre de la taille de la copropriété. Autrement dit, les immeubles de plus de 200 lots, c'est 2023. Ceux de 50 à 200, c'est 2024. Et puis, pour les plus petites copropriétés, moins de 50, ce sera 2025. Alors, ce plan pluriannuel de travaux, c'est quoi en réalité? C'est l'établissement, au regard de la situation de la copropriété, d'un programme de travaux à échéance de 10 ans, sur 10 ans, qui comporte, au-delà du programme des scénarios de travaux, qui comporte également une évaluation financière du coût de ces opérations. Et quand on vous écoute, on comprend que ce PPT est un moment important, en fait. C'est le premier socle. On n'a pas attendu la réglementation sur les PPT pour lancer parce que des opérations de rénovation énergétique, parce qu'on sentait qu'il y avait des copropriétés qui étaient matures pour ça. Mais là, c'est effectivement un bon moyen de revenir sur le sujet et d'embarquer effectivement dans le cadre du PPT la question de la rénovation énergétique. Sachant qu'il y a une partie importante PPT, qui est un autre sigle dont on commence à parler, qui est le DPEC, le diagnostic de performance énergétique collectif, qui là est une étude thermique à l'échelle de la copropriété,
qui, contrairement au DPE habituel dont le propriétaire a besoin pour mettre en location ou pour vendre son bien, là est à l'échelle de l'immeuble et donc prend en compte les parties communes, définit des scénarios également pour l'amélioration de la performance thermique du bâtiment en chiffrant également ces scénarios. Et petite question pratique, qui établit ces documents ? Et peut-être pour quel coût aussi ? C'est difficile de parler de coûts, même si oui. on peut donner quelques éléments. D'abord, ce sont des spécialistes. Naturellement, il faut que ce soit des entreprises, des bureaux d'études, des bureaux de conseil qui sont agréés et assurés pour ce type de prestations. Après, en termes de coûts, ça va être très variable en fonction de la taille de la copropriété et aussi en fonction du nombre de bâtiments que comporte la copropriété. Il ne faut pas oublier qu'un diagnostic de performance énergétique collective qui est un élément de ce PPT, est établi à l'échelle du bâtiment. Alors, si je vous ai bien entendu et bien compris, finalement, il n'est pas certain qu'il faille attendre que les obligations soient encore plus précises, soient en vigueur pour envisager d'enclencher ce processus de rénovation énergétique. Absolument. Je pense que d'abord, ce qu'on peut dire très clairement, c'est que nous ne croyons pas aujourd'hui à un report du timing prévu dans les textes et par l'administration. En tout cas, il y a un blocage là-dessus et donc il faut faire avec le calendrier qui nous est donné. Et on l'a vu aussi avec le calendrier sur le DPE par exemple. Exactement. Et les deux choses sont totalement liées parce que je crois qu'on peut vraiment dire que globalement, c'est d'abord par une vision globale de l'immeuble, de travaux sur les parties communes, que mécaniquement, les propriétaires bailleurs qui ont des logements dans ces immeubles en copropriété, vont faire monter en qualité leur logement de manière mécanique pour, en réalité, qu'ils soient pérennes sur le marché de la location et donc dans leur investissement. Après, ce qu'on peut dire, c'est que non, il ne faut pas attendre. D'ailleurs, concernant les PPT, j'ai donné un calendrier. Chez Nexity, on a décidé de tout lancer en même temps, de ne pas tenir compte de la taille des immeubles parce que cette cartographie qui ressort du PPT, cette vision à moyen et long terme, plus vite on l'a, plus les choses vont maturer dans l'esprit des copropriétaires et on sera en mesure de les accompagner. Et puis, depuis 2-3 ans, il a échappé à personne qu'il y a une crise énergétique, qu'il y a une inflation sur les prix de l'énergie et au-delà de ça, une inflation générale. D'ailleurs, on l'a constaté, nous, chez Nexity, par une enquête qui a été réalisée avec Ipsos en début d'année 2023, où les Français interrogés pointer le fait que d'une augmentation significative de leur budget logement liée par définition à l'inflation sur le chauffage et les énergies. Donc, dans l'esprit très clairement des gens qui sont interrogés, cette idée de rénovation énergétique, elle existe, elle est là. Très clairement là, ils ont parfaitement conscience du fait qu'il va falloir faire des choses. Un tiers d'ailleurs des personnes interrogées estiment qu'ils vivent dans une passoire énergétique. De là à franchir l'étape d'après, qui est de se lancer dans un projet, il y a une marche qui est quand même relativement importante. Et finalement, notre rôle à nous, sur cette base, sur cette conscience, c'est d'accompagner les copropriétaires dans la traduction ou dans l'initiation d'une démarche qui conduira vers un projet de rénovation énergétique. Et j'ajouterais aussi assumer le financement, mais ça, on en reparlera plus tard. Geoffrey Lecouillard et le syndic dans tout ça. Alors, Éric le disait, aujourd'hui en France, on n'est pas encore au stade de la massification de la rénovation énergétique. Pour autant, il évoquait aussi le PPT, le DTG et le DPE collectif, qui sont vraiment des outils, et c'est la première étape pour construire un projet de rénovation énergétique globale. On n'a pas attendu chez Nexity, on a sollicité toutes nos copropriétés. C'est déjà 350 diagnostics qui ont été réalisés. La première étape. Ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement ? On réalise le PPT, le plan pluriannuel de travaux. Ça permet de détecter les projets de rénovation énergétique globale, ceux qui peuvent prétendre à ce type de projet-là.
Et l'objectif, c'est de proposer à nos copropriétés de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Alors, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est quoi ? Oui. L'assistant à maîtrise d'ouvrage va être l'acteur qui va accompagner la copropriété dans la conception du projet, la conception de A à Z, et notamment sur toute la partie ingénierie financière. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte finalement quelque part ? C'est le coût des travaux et quel est le reste à charge de la copropriété. Donc l'AMO, dans son rôle principal, va être de construire toute cette ingénierie financière, d'essayer d'aller capter toutes les subventions possibles, et notamment MaPrimeRénov'. À savoir qu'aujourd'hui, pour MaPrimeRénov', de toute manière, on est obligé de passer par un assistant à maîtrise d'ouvrage, mais on a aussi des subventions locales qui peuvent exister, des appels à projets au niveau européen. Donc voilà, le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur toute la partie ingénierie financière. Et on a aussi un rôle très important de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est ce qu'on appelle la phase de maturation. C'est quoi la phase de maturation ? C'est de convaincre, d'expliquer aux copropriétaires les bienfaits de la rénovation énergétique et d'essayer d'embarquer tous les copropriétaires. Parce qu'aujourd'hui, on est en copropriété, il faut un vote en assemblée générale, des votes assez lourds, donc il faut réussir à embarquer toute la copropriété, et vraiment, le rôle important, c'est cette phase de maturation qui est menée par l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Maturation dans tous les esprits, donc que ce soit un copropriétaire bailleur ou occupant. Et c'est peut-être là le point sensible. Exactement. L'objectif de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et du syndic, c'est de s'adresser à tous les copropriétaires, peu importe sa situation. On a effectivement le couple de retraités qui a fini de payer son prêt, qui a peut-être moins de problématiques pour financer les travaux. On a les primo-accédants qui viennent de démarrer leur prêt, qui ont des charges assez élevées. Eric l'évoquait, on a une augmentation du coût de l'énergie, donc nécessairement une baisse du pouvoir d'achat. On a le propriétaire bailleur qui fait attention à la rentabilité de son bien, et par les temps qui courent, je pense que c'est extrêmement important aussi de faire attention à ça. Donc il faut vraiment pouvoir s'adresser à tout le monde pour adapter le projet en conséquence. J'aimerais qu'on prenne 2 exemples rapidement. Je suis certaine que dans votre pratique, vous avez pu observer d'un côté un projet qui a été couronné de succès. J'aimerais savoir pourquoi, quels ont été les éléments marquants et porteurs de ce succès. Et puis de l'autre, un projet qui n'avance pas aussi bien qu'il le pourrait. Et j'aimerais comprendre aussi pourquoi. Alors on a une copropriété, on va dire, exemplaire sur ce type de projet, sur Paris Intramuros. Une copropriété de près de 450 logements, donc une grosse copropriété pour Paris. Surtout pour Paris, oui. Exactement, avec des économies d'énergie attendues de plus de 55%. Ça aussi, c'est énorme, c'est un des plus gros projets qu'on ait réalisé, 55% d'économie d'énergie, avec des subventions à hauteur de 30%, et surtout des travaux exemplaires. Alors, outre l'isolation thermique des façades, la rénovation de la toiture, on a aussi mis en place sur cette copropriété une végétalisation des toitures, qui permet d'apporter, au-delà des économies d'énergie, un nouveau paysage pour les immeubles environnants, et aussi un bienfait pour les occupants. Exactement. Donc ça, c'est les beaux projets, les projets exemplaires, et on en a d'autres, bien sûr, en province, avec des subventionnements similaires. Et on a aussi, malheureusement, vous le disiez, des projets qui prennent un peu plus de temps, des projets qui sont bloqués. Et là, tout de suite, j'ai en tête une grosse copropriété d'un peu plus de 800 logements dans la banlieue de Lyon, qui, effectivement, dont les travaux ont fait l'objet d'une contestation par un copropriétaire. Aïe. Voilà. Comme d'habitude. Exactement. Travaux régulièrement décidés par l'Assemblée générale, contestation de la part d'un groupe de copropriétaires qui est très minoritaire par rapport à la taille de la copropriété. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui est en péril, puisque contestation d'Assemblée générale dit qu'on ne peut pas lancer les travaux, et on risque de remettre en cause toutes les subventions, toute l'ingénierie financière qui a été réalisée par l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et aujourd'hui, vraiment, ce sujet de contestation des travaux en Assemblée générale, c'est une réelle contrainte. Avec Eric, on communique régulièrement à travers nos associations et de professionnels pour notamment essayer de faire évoluer les choses sur ce sujet et, on va dire, éviter que ce soit aussi facile de pouvoir contester, et notamment pour les copropriétaires qui ne sont pas présents en Assemblée générale. Ben oui, quand le jeu sur le droit et l'aléa judiciaire se mêlent des bonnes intentions de tous, ça peut vraiment retarder de très, très, très longtemps un projet. Exactement. Oui. Justement, sur ces 2 projets, quel a été selon vous le point marquant ? C'est-à-dire, est-ce que c'est par exemple le rôle très proactif du conseil syndical ? Est-ce que, là on en a parlé, le rôle très négatif d'un groupe de copropriétaires qui a lancé une action judiciaire ? Voilà. Où se trouvent finalement les raisons d'un succès ?
Alors, nul doute que l'accompagnement par l'assistant à la maîtrise d'ouvrage est un point clé. Eric l'évoquait, la copropriété que j'évoquais aussi, c'est une copropriété où on n'a pas attendu toutes les problématiques. C'est un projet qui a été engagé depuis plusieurs années, où on a été chez Nexity les précurseurs sur le sujet de faire accompagner nos clients par un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui a vraiment permis de faciliter la communication au sein des copropriétaires. Et bien évidemment, un conseil syndical embarqué, des copropriétaires embarqués et convaincus du projet facilite c'est ce qui grandement fait la différence, la décision. Exactement. Et après, c'est de bien sécuriser les décisions d'assemblée générale, les différentes étapes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose... Et là, c'est le rôle du syndic. C'est le rôle du syndic. Et dans ce rôle-là, ce qu'on a mis en place un peu plus récemment, c'est vraiment de proposer à nos clients un accompagnement par un avocat dès le début de la conception du projet pour sécuriser tout le processus et éviter de se retrouver dans des situations malheureusement de blocage sur certains cas. Est-ce que je comprends de ce que vous venez de me dire qu'il faut peut-être parfois accepter d'aller un tout petit peu plus lentement pour être sûr d'aller bien au bout de l'aventure ? Je suis complètement d'accord. Oui. La clé aussi du succès, c'est effectivement de prendre le temps de faire les choses correctement. Il ne faut surtout pas précipiter la prise de décision, forcer les copropriétaires à une décision trop rapide. Il faut vraiment que le projet prenne le temps de la réflexion et prenne le temps d'être construit suffisamment. Et d'où aussi l'importance de l'AMO, qui non seulement il a l'autorité, mais il a en plus le sens de la pédagogie souvent. Exactement. Absolument. Je pense que ce qui est important, c'est de dire que ce sont des projets qui sont longs, par définition. On ne s'en sort pas à moins de 4 ans, 5 ans, parfois sur les grosses copropriétés. Et il faut qu'à chaque étape, qui est à chaque fois sanctionnée par une décision d'assemblée générale, on ait le temps de communication, d'échange, de maturation pour être à peu près sûr que la décision va être acquise pour passer à l'étape d'après. Un projet long, mais aussi souvent, malheureusement, un projet coûteux. Oui. Alors là, maintenant, on va parler de l'aspect financier d'un projet de rénovation énergétique. Quelles sont, rapidement, à ce jour, les aides actionnables ? Et puis, on l'a déjà dit, via l'AMO, en fait. Comment est-ce que ça fonctionne ? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Oui. Il y a beaucoup de financements, et ils ont plutôt tendance encore à s'améliorer, si j'ose dire. Alors les aides, elles sont nationales, mais elles sont aussi locales. Il y a des métropoles qui s'engagent dans l'accompagnement de la rénovation énergétique des copropriétés sur leur territoire, qui vont accompagner financièrement les projets. Et donc, il y a aussi, après, des aides collectives, des aides dédiées à la copropriété, et puis il y a des aides individuelles, qui, là, vont dépendre naturellement du profil de chaque ménage. Et comme le disait parfaitement Geoffrey, c'est l'AMO qui fait finalement la synthèse de tout ça à travers une enquête sociale qui va pouvoir déterminer le profil de chacun des copropriétaires pour essayer de voir à quoi il a droit et aller tirer toutes les ficelles, y compris dans les caisses de retraite, puisque les caisses de retraite financent aussi et accompagnent les copropriétaires retraités dans ces travaux. Après, quand je disais que les aides sont de plus en plus volumineuses, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, s'est tenu un conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat, qui a quand même annoncé que pour 2024, je crois, un peu plus de 6 milliards d'aides à l'amélioration de l'habitat, dont 5 milliards pour la rénovation énergétique. C'est conséquent. C'est conséquent. Et si on regarde ce qui nous intéresse directement dans la copropriété, qui est MaPrimeRénov', là encore, une évolution intéressante dans l'accompagnement financier via MaPrimeRénov'. Vous savez que pour obtenir MaPrimeRénov', il faut mettre en place un projet qui permet d'atteindre 35% d'économie d'énergie. Eh bien, l'ANA, à partir de 2024, met en place des aides de manière différenciée en fonction de la performance, du niveau de performance que va atteindre la copropriété. Donc 35%, ça reste, mais il y a un deuxième niveau, et ça aurait pu être le cas de Vauvenargues. Si vous allez à plus de 50% d'économie d'énergie, eh bien vous améliorez le taux de prise en charge, si j'ose dire, par l'ANA, qui de toute façon augmente, puisqu'aujourd'hui, c'est 25% du montant des travaux. Dans une enveloppe maximale de 25 000 euros de travaux par logement, eh bien ces 25% passent à 30% pour la partie plus de 35% d'économie d'énergie et va jusqu'à 45%
pour la partie plus de 50% d'économie d'énergie. Et puis, chose extrêmement importante, c'est qu'on avait des difficultés aujourd'hui pour embarquer les petites copropriétés, les plus petites copropriétés dans cette démarche vertueuse d'amélioration de la performance thermique des bâtiments, tout simplement parce que très difficile d'atteindre le seuil de 35%. Eh bien, en 2024, l'ANA va mener des expérimentations sur des petites copropriétés qui bénéficieront des 30% d'aide sur le montant des travaux, mais sans forcément avoir besoin d'atteindre le seuil de 35% d'économie d'énergie. Donc le financement d'une copropriété qui souhaite accéder à sa rénovation, c'est une question de territoire et c'est une question de cas particulier. C'est aussi effectivement une question de cas particulier à prendre en compte, puisque local, mais aussi aide directe à l'ensemble des copropriétaires, au syndicat des copropriétaires, et aide individuelle complémentaire en fonction du profil de chacun. Naturellement, là on parle de MaPrimeRénov', mais au-delà de ça, les certificats d'économie d'énergie sont naturellement valorisables dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique en fonction des typologies de travaux qui sont réalisés. Donc ça vient aussi alimenter des sommes qui vont pouvoir être consacrées au financement des travaux. Il y a aussi les économies de la copropriété qui, à travers le fonds de travaux Allure que les copropriétés ont constitué depuis des années, permettent d'apporter un financement complémentaire. Et puis après, on est sur le reste à charge. Il reste encore parfois conséquent. Et là, c'est le recours au financement bancaire et notamment au prêt à taux zéro. Et puis peut-être dans les années à venir aussi un travail justement sur les solutions bancaires qui vont pouvoir être apportées pour les copropriétaires, mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion. Justement, cette question de la rénovation énergétique nécessite de la part des syndics des compétences nouvelles et accrues. Chez Nexity et chez Oralia, comment est-ce que vous gérez la formation des syndics, et puis est-ce qu'il y a aussi maintenant des services dédiés à la rénovation énergétique ? Alors, c'est vrai qu'on s'est engagé dans la rénovation énergétique des bâtiments depuis de nombreuses années. On a signé 2 Green Deal. Un premier Green Deal en 2018 avec le plan bâtiment durable et un second en 2022. On a renouvelé cet exploit et cette expérience avec le ministère de la Transition énergétique. L'objectif du Green Deal était notamment de nous engager à former nos collaborateurs. En 2022, on s'est engagé à former nos collaborateurs et on a formé plus de 1000 collaborateurs sur le sujet spécifique de la transition énergétique, de la rénovation énergétique des bâtiments, en leur faisant passer un visa éco-rénovation. Et en amont, on a formé aussi des collaborateurs spécialisés, ce qu'on a appelé des coachs de la rénovation énergétique, pour accompagner l'ensemble des autres collaborateurs et guider au mieux nos clients sur les projets de rénovation énergétique. Dans le Green Deal, on a aussi pris des engagements de rénovation énergétique en volume, en nombre de copropriétés. D'ici à fin 2025, on s'est engagé à avoir pu rénover 10 000 logements en copropriété. Aujourd'hui, à date, on est déjà à 114 copropriétés pour un peu plus de 8 000 logements rénovés. Donc il y a vraiment cette implication de notre part et cette volonté de notre part de former nos collaborateurs, de les guider pour avoir un accompagnement efficace de leurs clients. Oui, si je peux me permettre, la part de Nexity dans le mouvement de la rénovation énergétique est donc important et croissante. Exactement, on a été les premiers acteurs, les premiers à signer le Green Deal en 2018 et on a vraiment mis les moyens pour former nos collaborateurs. Oui, juste pour compléter, quand on dit effectivement plus de 115 ou 115 à peu près copropriétés rénovées ou en cours de travaux, mais ça veut dire qu'elles sont arrivées au bout du processus. Et il y a aujourd'hui entre 350 et 380 autres copropriétés qui ont engagé le processus, autrement dit, qui ont déjà franchi la décision de désigner un AMO pour les accompagner dans leur projet. Et je vois encore, on regardait hier un certain nombre de données. En 2023, on est à plus de 160 nouvelles AMO votées. Donc, et au-delà de ça, accompagnement des collaborateurs, mais aussi assez récemment, l'été dernier, création d'une direction de la transition énergétique au sein des fonctions sièges, si j'ose dire, de Nexity, qui est une équipe qui a pour mission à la fois d'accompagner
pour une partie la rénovation et l'accompagnement des copropriétés, mais sur un autre plan aussi des propriétaires bailleurs qui doivent faire monter la qualité de leur logement pour pérenniser leur investissement locatif. On va peut-être terminer avec une toute petite dernière question. Oui. Si en synthèse, vous pouviez me donner chacun vos meilleurs conseils sur la question de la rénovation énergétique des immeubles. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. Oui. C'est-à-dire que le grand soir de la rénovation énergétique, je ne suis pas convaincu qu'on y arrivera, même si, effectivement, il y a un mouvement de massification qui va arriver. Donc, en réalité, il faut être en capacité d'accompagner les copropriétaires et de bien cibler celles dont on estime qu'elles sont un peu matures, parce qu'il y a des besoins de travaux, et surtout parce qu'il y a des besoins et des envies des copropriétaires. Ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est réellement, pendant toute la partie de sensibilisation, c'est d'associer tout le monde. On a discuté au début des différents types de profils, et on ne peut pas raconter la même histoire à tout le monde. Mm-hmm. Par contre, on a des réponses qui seront plutôt autour de la notion de confort d'été, confort d'hiver, autour naturellement du pouvoir d'achat, ça concerne, et puis naturellement de ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire la valorisation du patrimoine. Je pense qu'on est réellement sur cet écosystème qu'il faut arriver à bien mettre en œuvre pour commencer à conduire un projet de rénovation énergétique. C'est aussi, pour nous, un vrai changement dans nos métiers, dans la manière d'aborder notre métier de syndic. Autrement dit, c'est plus la même gestion. C'est finalement une parenthèse qui va être très longue, dans laquelle il va pour la première fois falloir placer la copropriété dans une dynamique de projet et d'être en capacité, on l'a un peu évoqué, de coordonner une multiplicité d'intervenants. On parlait d'AMO, mais c'est aussi les bureaux d'études, c'est aussi les assureurs, les architectes, c'est le conseil technique, le conseil juridique si ça s'avère nécessaire parce qu'il va falloir gérer des problèmes de surplomb, pourquoi pas à un moment donné, voire de surélévation. On n'en a pas parlé, mais voilà, c'est cette capacité à coordonner des partenaires pour accompagner dans le long terme un projet. Et puis, si je peux me permettre, ce nouveau rôle social et sociétal du syndic qui est bien accru, en fait. Exactement. Oui. Un nouveau rôle vraiment au cœur de la ville. Oui. Pour accompagner la ville, on a besoin d'ailleurs du soutien des villes sur tous ces projets-là. Et le syndic est vraiment ici présent pour les copropriétaires, pour les accompagner. Et un autre conseil aussi qui est très important, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Bien prendre le temps de monter les projets, ne pas faire de la rénovation énergétique pour faire de la rénovation énergétique et avoir des subventions. C'est vraiment contrôler et vérifier que ce type de projet s'adresse réellement à la copropriété parce qu'on peut sinon créer in fine une déception. Et là, c'est tout le rôle qu'on a, nous, en tant que syndic, de conseiller les copropriétaires sur les bonnes démarches. Le rôle de conseil du syndic et son obligation. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.